Bonsoir à tous et bienvenue. Heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La Terre a une nouvelle fois tremblé chez nous hier, mardi soir. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce dimanche, le Salon de l'Habitat est installé au stade Pierre-Aliker de Dillon. Préserver notre faune et flore marine est une nécessité selon l'expédition de recherche scientifique Madibantos. Enfin, nous reviendrons sur la victoire des footballeurs martiniquais contre l'équipe de Trinidad. Et pour commencer ce journal, la Terre a une nouvelle fois tremblé chez nous. Le séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré hier, mardi 18 octobre, vers 18h08. L'épicentre a été localisé à 49 km au nord-nord-ouest de Grand-Rivière, à 154 km de profondeur. Le Salon de l'Habitat a ouvert ses portes ce mercredi au stade Pierre-Aliker de Dillon. Jusqu'au 23 octobre, vous pouvez découvrir les nouveautés et les tendances du moment. Des idées, des informations, conseils et des bonnes affaires seront au rendez-vous. Notez que l'accès au salon est gratuit ce mercredi jusqu'à 21h. À partir de demain et jusqu'à la fin du salon, l'entrée sera à 4,50 €. En matière d'aménagement, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a pour principal objectif de permettre le développement harmonieux du territoire par la mise en œuvre d'opérations d'aménagement. Et c'est précisément pour montrer ses réalisations en matière d'aménagement qu'elle organise 2 matinées de visite des sites emblématiques du territoire nord. Sur la côte Caraïbe, le jeudi 20 octobre, demain donc, et sur la côte Atlantique, le mardi 25 octobre. La semaine prochaine, voici ce qui sera visité pendant ces 2 journées. L'aire d'accueil du Morne-au-Bœuf, l'Anse-Marigot au Carbet, la centrale EDF à Bellefontaine, la place du débarquement de Christophe Colomb au Carbet, le musée Gauguin, toujours au Carbet, le fort à Saint-Pierre, le projet Grand Savane au Prêcheur, la pointe de vue Le Phare au Prêcheur, le site de relogement à Pointe-Royale au Robert, le site de Pointe-Melon, la ZAC et le centre caribéen de la mer au Robert, la cité du Bac et le Bac à Chêne à Trinité, le point de vue Bellevue au Marigot, un ouvrage de franchissement à Séguineau, le site de Vivet avec un centre d'animation et d'interprétation de la culture amérindienne au Lorrain. Nous reviendrons sur tout cela. Restons dans le Nord avec un autre projet de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Hier, mardi, nous avons participé à la journée porte ouverte de la pépinière d'entreprise Nord Créatis. C'était au parc d'activités Bernard Petit Jean Roget au Robert.
Nord-Creatis est un outil que la communauté d'agglomération Cap-Nord met à disposition des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Il s'agit d'une pépinière multisite qui compte 49 bureaux répartis sur 3 sites, le Carbet, le Lorrain et le Robert. Pour Clara Labo, directrice du développement économique Cap-Nord, l'ambition est claire. Elle souhaite que les chefs d'entreprise s'approprient cet outil de développement économique local. Alors, quoi de mieux pour cette journée porte ouverte que de leur présenter l'offre de cette pépinière et notamment les bureaux et les équipements mis à leur disposition. À l'occasion de cet événement, un atelier a également été assuré par la Fédération des très petites entreprises sur le thème « Les TPE face aux difficultés ». L'AFPA a été liquidée. Hier mardi, le tribunal de commerce a tranché dans le dossier de la structure de formation qui était très endettée. L'administrateur judiciaire a toutefois autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre 2016. Comme vous l'imaginez, cette situation qui ne fait qu'amplifier l'inquiétude des 130 salariés qui attendent toujours des informations concernant leur emploi. Toujours mobilisé pour s'opposer à la mutation du proviseur Philippe Aurore, un collectif de la communauté scolaire du lycée agricole de Coirivaille envisage de profiter de la venue d'Erika Barrette, la ministre de l'Outre-mer, vendredi 21 octobre, pour organiser une nouvelle manifestation. Et puis, notez que le personnel de l'hôpital du Saint-Esprit est entré en grève ce mercredi matin. Malgré les efforts consentis par la direction, cela fait maintenant plusieurs années que les employés réclament une rénovation de leur lieu de travail. Lundi 10 octobre, afin de clôturer l'expédition de recherche scientifique Madibentos, une grande conférence s'est tenue au campus de Schœlcher devant un auditoire de près de 400 personnes. Cette conférence était animée par le chef de mission Philippe Boucher, professeur au Muséum d'histoire naturelle, et Claude Bouchon, professeur-chercheur en biodiversité marine à l'Université des Antilles. Sans précédent équivalent, l'opération Madibentos avait pour objectif de réaliser l'inventaire le plus exhaustif possible de la faune et la flore marine de la Martinique et d'observer l'évolution de nos récifs coralliens au cours des 30 dernières années. À l'issue de 6 semaines d'investigation sur le terrain et plus de 500 opérations, auxquelles ont participé quelques 60 plongeurs et scientifiques, ce n'est pas moins d'une centaine de nouvelles espèces qui ont été découvertes. Fait notable, contrairement à ce que l'on pourrait croire, près de la moitié des espèces que compte notre territoire diffèrent de celles que l'on retrouve en Guadeloupe. Mais ces importantes découvertes sont ternies par le fait que la plupart des espèces recensées ont une population extrêmement faible, quand elles ne sont pas déjà au bord de l'extinction. Principalement en cause, comme d'habitude, l'activité humaine et notamment le déversement de quantités conséquentes de produits phytosanitaires agricoles dans l'espace marin. D'après le bilan de l'expédition Madibentos, faute de régulation, nous pourrions assister dans les prochaines décennies à la disparition des coraux de la Martinique, avec les conséquences dramatiques que cela implique.
Toujours en matière d'environnement, le sanctuaire Agoa, qui s'étend sur un espace maritime de 143 256 km² dans les Antilles françaises, est l'une des plus vastes aires marines protégées au monde. Créé en 2012, il a pour objectif de protéger les mammifères marins des impacts des activités humaines. Au sein de ce sanctuaire, plusieurs opérateurs touristiques proposent des prestations d'observation des cétacés, activité communément appelée whale watching. Mal pratiqué, le whale watching peut gravement perturber les animaux. C'est pour cela que le sanctuaire Agoa propose aux opérateurs de se former. La première étape est une formation de 3 jours à destination des opérateurs de whale watching du 17 au 19 octobre dans les locaux de la DEAL à Schœlcher. Cette formation est mise en œuvre en partenariat avec les DEAL de Martinique et de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et l'association Souffleurs d'écume. Elle sera suivie de la signature de la première charte Agoa pour une observation touristique responsable des cétacés à l'occasion d'une conférence de presse ouverte au public le 19 octobre à 15h au Palais des Congrès Cinéma Madiana à Schœlcher. Observons pour finir que l'observation des cétacés, le whale watching, donc en Martinique, Guadeloupe et à Saint-Martin, a intéressé plus de 50 000 touristes en 2015 et a généré 2 165 000 € de chiffre d'affaires. Le sanctuaire de mammifères marins Agoa fait partie de l'Agence des aires marines protégées, un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Au 1er janvier 2017, l'Agence des aires marines protégées deviendra l'Agence française pour la biodiversité. On sait que la France, grâce à ses outre-mer, possède une surface maritime de 11 millions de km², la deuxième au monde après les États-Unis. Or, aujourd'hui, les pays développés de la planète se livrent à une véritable course mondiale vers les richesses des océans. La France a enfin pris conscience du potentiel de richesse que constituent les zones maritimes qu'elle contrôle. Et des entreprises spécialisées dans les techniques de pointe y ont créé un consortium qui a pris une avance certaine en matière de détection et d'analyse de ces ressources sous-marines. C'est d'ailleurs, nous l'avons dit précédemment, à Wallis-et-Futuna que le consortium Mélodie entend commencer ses explorations. Dans un deuxième temps, il proposera non seulement à la France, mais aussi à d'autres pays, de cartographier leur territoire maritime. Et l'enjeu est de taille. En effet, avec une production mondiale de biens qui pourrait doubler d'ici 2035, l'exploitation de richesses minérales marines semble de plus en plus incontournable face à la raréfaction des ressources terrestres. C'est pourquoi de nombreux États regardent de près le potentiel que peuvent receler leurs zones économiques exclusives, ce qui n'est parfois pas sans provoquer des tensions territoriales. Mais les ambitions vont bien au-delà des espaces sous souveraineté nationale. Ainsi, plusieurs pays ont-ils fait des demandes d'exploration auprès de l'autorité internationale des fonds marins pour explorer les zones qui n'appartiennent à aucun pays. Fin 2014, un permis a notamment été accordé à un consortium japonais sur une zone dans le Pacifique, alors que la France et la Russie recevaient l'autorisation de rechercher des sulfures polymétalliques sur la dorsale volcanique médio-atlantique. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud et l'Allemagne ont, elles, obtenu le droit d'explorer des secteurs sur la dorsale de l'océan Indien. Vous êtes dans le journal de KMT, Canal Martinique Télévision. Merci de nous rejoindre. En bref, décidément, les écologistes de la Sopamar sont très actifs ces derniers temps. Les militants de l'association ont en effet organisé aujourd'hui, mercredi 19 octobre, une mobilisation sur un site qui devrait bientôt accueillir une nouvelle résidence à Saint-Joseph. Cette action a pour but d'interpeller l'État et la municipalité afin d'obtenir l'arrêt du chantier. Situé non loin d'une mare et classé en zone inondable, le terrain présenterait donc, selon la Sopamar, des risques pour les futurs habitants.
Faute d'espace de traitement et de stockage suffisant, le ramassage des déchets et ordures ménagères est fortement perturbé sur le territoire de la CACEM, et ce depuis plusieurs semaines. De nombreux secteurs du territoire de la ville de Fort-de-France sont touchés. Une situation que la municipalité de Fort-de-France juge inacceptable. Didier Laguerre, le maire de la ville de Fort-de-France, a exigé de la CACEM que toutes les mesures nécessaires soient prises pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Ceci afin d'éviter les risques sanitaires dans les quartiers de Fort-de-France. Il a également demandé à la Seine, le nouveau prestataire en charge de la collecte, de mettre à la disposition de son personnel des moyens supplémentaires. Mais conscient des désagréments causés par cette situation, Didier Laguerre a aussi décidé d'intervenir. Ce mercredi, il a demandé aux agents municipaux volontaires de participer à la collecte des déchets dans plusieurs quartiers de Fort-de-France. Le maire s'est d'ailleurs rendu sur place à l'Ermitage, aux abords du SAMU social, pour soutenir les équipes municipales. Selon lui, la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours, mais il était important de mener une action forte afin de soulager ces quartiers des dépôts d'ordures qui posent de réels problèmes sanitaires et qui représentent une véritable nuisance pour les Foyalais. Une action forte, donc, que les usagers ont très certainement appréciée. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.